de personnes, soit qui sont souffrantes. Bon, donc on a Christiane Martin qui m'a envoyé un mail, on a Christiane David qui a quelques soucis avec son mari, assez importants, voilà, donc qui ne peut pas être là. Bon, donc on a une pensée pour eux en ce début d'année. Donc, avant d'ouvrir la séance, qui est-ce qui fait l'appel, Sénada? C'est Stéphane Mathieu, donc c'est Laurent, non? C'est Eliane. Eliane Gomez, tu fais l'appel? Merci bien. Merci, bonsoir. Barion de Noyer, Yves. Biel Marie-Hélène. Bresson Laurent. Présent. Mérigot Hélène. Mathieu Stéphane. Gomez Eliane, présente. Royer Christian. Présent. David Mathieu Christiane, représenté par Madame Gomez. Gay Patrick. Présent. Louis Olivier. Présent. Leclerc Jean-François. Présent. Tavenari Roland. Présent. Fortuné Françoise. Nicolas Jacques. Présent. Blanes Thierry, représenté par Madame Biel. Villon Patrick. Vedel Chantal. Lecomte Florence. Gomez Lionel. Androgeski Reynaud Florence. Pereira Elisabeth. Rémy Laurent. Bourdelin Sylvie. Schneider Estelle, représentée par Madame Androgeski Reynaud. Bouillin Marine, représentée par Madame Mérigot. Martin Christiane, représenté par Madame Agoguet-Fernaillon. Ripoll Bruno. On va attendre. Agoguet-Fernaillon Véronique. M. Amlili Nedza. Pardon, excusez-moi. El Amlili Neza. Excusez-moi. Merci. Donc, merci à chacun. Donc, nous pouvons ouvrir la séance. Le premier point, c'est l'approbation du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 13 décembre dernier. Donc, juste une petite information, ce conseil ayant été long, son archivage sur le site Internet a été un peu compliqué parce qu'il avait une taille assez considérable. Bon, néanmoins, ça a été fait la semaine dernière. Voilà, donc je voulais juste donner cette information préalablement. Avez-vous des questions, des modifications Bien. Donc je soumets à votre approbation le compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 13 décembre 2016. Y a-t-il des abstentions? Donc 3. Non, 3. 3. Monsieur Ripoll, on peut penser qu'il l'approuve, hein, mais bon, on est à égalité là. Hein. Bon, je plaisante. Bon. S'il vient et qu'il dit qu'il le désapprouve, on changera le vote. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Donc, approuvé à la majorité. Je vous en remercie. Le premier point à l'ordre du jour traite des communications décisions du maire. Elles sont au nombre de 16, dont 6 qui traitent des TAP. Voilà. Donc, avez-vous des questions sur les décisions du maire et sur la période écoulée? Très bien, donc on vous remercie. Pas de questions. Le premier point de rapport concerne le budget primitif du budget principal pour l'exercice 2017. À ce sujet, je remercie Michaëlle Arnaud, directrice financière, administrative et financière, de sa présence. Dans le cas où il y ait des questions où nous n'ayons pas la réponse spontanément, Michaëlle l'aura certainement. Donc, merci de votre présence. De façon à ne pas alourdir trop cette lecture, je vous propose que nous répartissions avec Patrick la lecture de ce projet de budget. Donc, en ce qui concerne l'exposé des motifs, donc je rappelle que lors de l'établissement du budget 2016 et encore plus récemment du débat d'orientation, nous avons fortement attiré l'attention du Conseil sur les éléments du contexte national. Et les débats aujourd'hui politiques nous les font bien remonter, à savoir une croissance qui sera aux alentours budgétairement prévue de 1,5,
mais ceci étant très optimiste, on pense que ça sera inférieur, un taux de chômage qui restera fort et proche des 10%, une inflation faible de l'ordre de 0,8%, une baisse renouvelée en 2017 des dotations de l'État, après celles qui ont été enregistrées depuis 2014. Et la baisse donc se poursuit. En cumul, nous rappelons que l'incidence sur le budget de la commune sur l'exercice 2017 sera d'1 million d'euros. En clair, s'il n'y a pas eu de baisse de dotation de l'État, notre commune aurait encaissé 1 million d'euros de plus que ce qu'elle va encaisser. Donc sur un budget qui fait 8,5 millions, inutile de faire beaucoup plus de commentaires. Donc ça veut dire que plus que jamais, notre budget 2017 doit traduire dans les chiffres la nécessaire maîtrise des frais de fonctionnement. Les actions principales qui sous-tendent ce budget primitif sont les suivantes. Optimisation du fonctionnement des structures municipales, donc nous allons poursuivre ce qui a été entamé. L'ensemble des autres dépenses de fonctionnement seront étroitement surveillées. Certains contrats seront renégociés et optimisés. Le taux de la fiscalité locale seront pour la première fois depuis 2013 augmentés, conséquence de cette baisse des dotations de l'État dont je vous ai parlé. Et enfin, et c'est ce que nous faisons tous les jours avec les agents de la commune, la recherche des optimisations ne sera pas faite au détriment de la qualité, mais elle sera maintenue. Donc les qualités des services rendus sera maintenue, mais cette recherche des optimisations sera poursuivie. En matière d'investissement, le budget primitif 2017 verra, après les chantiers qui ont déjà été réalisés sur 2016, que je rappelle rapidement, la rénovation et l'extension de la crèche, le City Stade et le lancement de la vidéoprotection, nous verrons le démarrage de certains projets ou de dossiers qui sont d'une certaine envergure. Les travaux de restauration du beffroi, qui vont démarrer dans quelques semaines, l'installation de la Poste dans des locaux plus conformes au rez-de-chaussée de l'ancienne banque Chex et le regroupement des services municipaux sport, animation, culture et enfance au premier étage, la réalisation du nouveau CCAS dans le bâtiment qui est proche que contigu à la mairie, la finalisation du déploiement de la vidéoprotection, la réfection du pont des Taillades en association avec la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, ainsi que la réalisation des études qui permettra de préparer les dossiers ultérieurs, à savoir l'étude de réaménagement centre-ville, dont j'ai parlé de façon un peu plus détaillée lors des vœux, la réhabilitation de l'école des Jardins et du Bourdis. Donc le budget principal de fonctionnement se résume, la section de fonctionnement s'équilibre à 8 230 824, 8 millions 2. C'est la première fois que notre commune dépasse le chiffre de 8 millions. Et la section d'investissement s'équilibre à 4 46 132. Patrick, maintenant, va vous parler, puisqu'on démarre comme ça, par la section de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement. Patrick. Alors, les dépenses de fonctionnement. Alors, vous avez affiché sur l'écran un camembert qui présente la répartition des principales dépenses de fonctionnement, même la totalité des dépenses de fonctionnement. Et certaines sont plus importantes que d'autres. Au premier chef, les frais de personnel qui représentent 46% du total. 56% du total, oui, 56% du total. Donc, il est proposé d'inscrire en 2007 au chapitre des frais de personnel 4 629 419 €, qui représente quand même une augmentation de 4% par rapport au budget primitif 2016, qui était en diminution par rapport au budget 2015. Donc, le poste de dépense représentera encore 56% de la dépense de fonctionnement. 56%, c'est élevé, mais c'est moins que les années antérieures, puisqu'on a dépassé 60% dans le passé. Alors, cette augmentation est issue, bien sûr, du glissement vieillesse-technicité, mais également de points qui nous échappent, dont la maîtrise nous échappe, c'est-à-dire l'évaluation du point d'indice qui a été fixé par l'État à 0,6% dès le mois de janvier, l'augmentation des cotisations de retraite, et enfin, comme vous le savez, 2017 est une année électorale, et donc ça entraîne des heures supplémentaires pour le personnel qui assure des permanences dans les bureaux d'élection, environ 15 000 € d'heures supplémentaires pour les présidentielles et les législatives qui auront lieu en mai, avril
en avril, mai et juin. Pourtant, au niveau des effectifs, il n'est pas prévu d'augmentation et les évolutions vont plutôt dans le sens d'une rationalisation avec le départ d'un rédacteur au service ressources humaines, le départ d'un agent à 50% sur le service accueil population, compensé par le recrutement d'un emploi d'avenir sur ce même service. Le budget prévisionnel 2017 a été établi au plus juste en fonction des besoins des services et prend en compte les évolutions réglementaires. Alors, autre chapitre important, ce sont les autres charges de fonctionnement qui se divisent en deux, les charges à caractère général et les autres charges de gestion courante. Alors, les charges de caractère général sont en hausse également de 6,64%. Elles représentent 1 501 284 €. Et cette augmentation est liée à l'augmentation du prix des matières, mais aussi à des dépenses subies par la commune, comme par exemple, c'est un simple exemple qui est cité, les frais liés aux contentieux, notamment en matière d'urbanisme. Ce poste est en constante augmentation depuis plusieurs années et certains dossiers sensibles nécessitent des démarches complexes et coûteuses pour la collectivité. Enfin, depuis 2014, la volonté de modernisation de l'administration passe par l'usage d'outils informatiques modernes et performants, mais ceux-ci ont un coût de fonctionnement évidemment plus élevé. L'amélioration de certains services, comme le service des archives intercommunales, passe également par une augmentation des dépenses. Toutefois, cette dépense supplémentaire dégagera du temps pour le service municipal, actuellement en charge de ces tâches. Finalement, certaines dépenses sont compensées par des recettes. C'est le cas de la phase préalable à la création du GIP Cuisine Centrale du Thor, qui nécessite des dépenses plus importantes en matière d'alimentation, mais qui sont couvertes par le paiement des repas par l'EHPAD. Et le maire présentera tout à l'heure la convention de création du GIP Cuisine Centrale du Thor. Alors, les autres charges de gestion courante, principalement, c'est la participation au CCAS et à l'école de musique qui représente ces deux postes représentant 75% du total, de près d'1 million d'euros, 919 475 € au total. La subvention au CCAS est cependant réduite de 20 000 €, portant celle-ci à 515 000 €, qui représente toujours plus de 6% des dépenses de fonctionnement de la commune et 56% du total des autres charges de gestion courante. Mais enfin, il y a un effort qui est fait au niveau du CCAS. La participation à l'école départementale de musique et de danse s'élève à 177 120 €, qui est en augmentation importante par rapport à 2016, et cela est dû au nombre croissant d'élèves thorois inscrits. Il y a 34 élèves de plus qu'en 2016, donc ce qui représente 720 € multiplié par 34, soit 19 760 € en plus. Alors maintenant, passons aux subventions aux associations. Eh bien, celles-ci, globalement, ne changent pas par rapport à 2017. Un effort a été demandé aux associations en 2016. Donc en 2017, elles sont maintenues. Et vous avez un tableau qui vous présente les subventions affectées aux coopératives scolaires, comme il est d'usage. Alors, un changement important qui intervient en 2017, c'est le fait que le syndicat gérant l'aire d'accueil des gens du voyage ne dépend plus de la commune, mais dépend maintenant de la communauté de communes. Donc la commune ne versera plus en 2017 de participation au syndicat gérant l'aire d'accueil des gens du voyage. Le transfert de cette compétence à la communauté de communes est intervenu dès le 1er janvier de cette année. Et cette dernière, la communauté de communes, se substitue à la commune au sein du syndicat pour la gestion de l'aire du Thor. Ce transfert a également des conséquences sur l'attribution des compensations. Donc on a une diminution des compensations, mais on a une charge en moins, puisqu'on ne paye plus le syndicat. Autre point, ce sont les atténuations de produits, c'est-à-dire les reversements à l'État et à la communauté de communes de recettes qui nous bénéficient. Celles-ci sont estimées en augmentation de 74% à 198 200 € par rapport au budget prévitif 2016. Cette estimation prend en compte l'application des dispositions de l'article 55 de la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, évaluée à 80 500 €, donc en forte augmentation. Cette pénalité, qui n'était seulement que de 42 600 € en 2016, est augmentée car peu de dépenses réalisées en 2015 viennent en réduction de cette pénalité. Donc la pénalité augmente pour 2017.
La contribution de la commune au Fonds national de péréquation intercommunale et communale est également inscrite à ce chapitre. Le montant de cette contribution a été évalué à 110 000 € contre une prévision budgétaire de 66 000, donc une augmentation également, et une notification en 2016 de 105 000 €. Par ailleurs, le prélèvement pour les dégrèvements sur la taxe d'habitation sur les logements vacants depuis plus de 5 ans est estimé à 7 700 €, donc un montant nettement moins important. Vous avez ensuite un tableau qui vous présente les charges financières, l'évolution des charges financières depuis 2008. Celles-ci baissent, principalement en raison de la baisse des taux d'intérêt, mais également en raison de la stabilité de l'encours de la dette, même de la diminution depuis 2007. Et maintenant, nous passons au chapitre aux recettes de fonctionnement, et c'est le maire qui va prendre la parole. Merci. Donc, vous voyez sur le camembert qui est projeté que les recettes de fonctionnement s'articulent au travers de 3 grands chapitres. Le premier, les contributions directes, pour 4 758 000 €, qui représentent 58% du budget des recettes. Et je tiens à souligner que pour la première fois depuis longtemps, les contributions directes, c'est-à-dire les 3 taxes, vont dépasser en collecte le montant des dépenses de frais de personnel. Donc, préalablement, les taxes locales ne permettaient pas de payer le budget des agents, les salaires des agents. Donc, pour la première fois, c'est en léger dépassement. Ensuite, le deuxième chapitre traite des dotations et différentes participations pour 1 635 000, soit 20%, et les impôts et taxes, sauf les contributions, pour 1 213 000. Il y a un quatrième, je dirais, paragraphe qui mérite d'être souligné, c'est les produits des services, c'est-à-dire ce que la commune facture, et notamment il va y avoir le produit facturé pour le fonctionnement du GIP, donc il va être facturé à l'EHPAD, donc il représente 468 000 €, c'est-à-dire 6%. Les autres chapitres sont beaucoup moindres. Voilà. Alors, le premier, c'est effectivement les taxes directes. Donc, le produit attendu, comme je le disais, est supérieur à 4 758 000 €, ce qui représente une progression de 13,7 par rapport à l'année précédente. Cette augmentation se décompose en 2 parties. Tout d'abord, l'évolution qui est constatée des bases entre 2015 et 2016. Donc, c'est l'augmentation des surfaces, je dirais, bâties. Donc, nous avions estimé cette augmentation de 3% pour la taxe d'habitation, 3% pour le foncier bâti et 1% pour le foncier. Et donc, après notification, donc sur la fin de l'année, l'évolution constatée est meilleure. Elle est de 4,53 pour la taxe d'habitation, 3,79 pour le foncier bâti et 0,43 pour le foncier non bâti. D'ailleurs, cette augmentation nous a valu, au travers du nombre de permis de construire qui ont été accordés, de pouvoir bénéficier d'une aide de l'État qui est en produit exceptionnel, qui s'appelle la prime aux maires bâtisseurs, qui est de 27 600 €. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc deuxièmement, pour 2017, les bases sont estimées avec une évolution identique à celle de 2016. Pour 2017, le coefficient de revalorisation décidé par l'État des valeurs locatives a été fixé lors du budget à 0,4%. Donc c'est ce que nous avons indiqué. Donc en ce qui concerne les taux, nous rappelons que depuis 2013, la municipalité n'a pas revalorisé les taux d'imposition. Aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, la diminution des dotations de l'État et la volonté parallèle de maintenir une politique d'investissement qui est nécessaire au développement de la commune, nous ont conduit à augmenter les taux d'imposition. Donc c'est une augmentation d'un peu moins de 2 points des taux de la taxe d'habitation, d'un peu plus de 2 points pour le foncier bâti et de 1 point sur le foncier non bâti. Donc les taux 2017 seront de 18% pour la taxe d'habitation, de 25% pour la taxe sur le foncier bâti et de 45% pour la taxe sur le foncier non bâti. On peut juste rappeler que la recette attendue, le produit attendu est de 2 290 000, un petit peu plus pour la taxe d'habitation, 2 284 000, donc très très égalitaire
pour la taxe foncière bâtie et 183 000 pour la taxe foncière non bâtie. C'est une taxe qui rapporte, je dirais, beaucoup moins. En ce qui concerne les taux, bien évidemment, on se compare aussi avec les autres communes et les moyennes départementales. Donc, si notre taxe d'habitation passe à 18%, le taux moyen du département est à 23,36 et le national est à 24,19. En ce qui concerne la foncière bâtie, si notre taux est à 25, le département est à 22,79. Tout ça, c'était des taux avant les votes des budgets 2017, pour les taux moyennes départementales. C'est l'année 2015. Donc, je pense qu'il y a des réajustements à faire. Et 20,5 pour le taux national. Et la taxe foncière non bâtie, si nous sommes à 45, elle est à 55,7 au niveau départemental et 49,1 au niveau national. Les autres recettes, la première, c'est les compensations versées par la communauté de communes. Donc, l'attribution de compensation est une dépense obligatoire pour la communauté de communes. Elle est modifiée lors des nouveaux transferts. Chaque fois qu'il y a un transfert, si nous transférons des charges, il y a une diminution de ces recettes. Donc, comme ça a été exposé précédemment par Patrick, notre communauté de communes prend la compétence pour la réalisation et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Donc, la Commission locale d'évaluation des transferts de charges, la CLET, a estimé que cette compétence représentait une charge annuelle d'environ 48 000 € pour notre commune. L'attribution de compensation prévisionnelle pour 2017 est donc diminuée d'autant et s'établit maintenant à 692 827 €. Donc c'est un montant qui a été fixé lors de la création de la communauté de communes. Le montant définitif de l'attribution de compensation ne sera connu qu'après l'adoption des comptes administratifs 2016 et l'évaluation définitive des charges de transfert. Là, sur l'aire des gens du voyage, l'évaluation est assez simple à réaliser. Le deuxième point, c'est la dotation de solidarité communale, qui est un versement facultatif, versement facultatif effectué par les établissements publics de coopération intercommunale au profit des communes. Cette dotation devrait être en 2017 de 130 000 €. Dans les autres recettes fiscales, comme vous le savez, nous avons, puisque ça a été voté par votre Conseil, nous avons mis en œuvre la taxe locale sur la publicité extérieure. Cette taxe, qui aurait dû s'appliquer depuis plusieurs années, seules les surfaces de plus de 7 mètres carrés sont touchées, en dessous elles sont exonérées, ce qui permet donc d'épargner la plupart des commerçants du centre-ville. Donc notre objectif est double, c'est améliorer le cadre de vie. Et là, nous avons une démarche tout à fait écologique en diminuant les dispositifs publicitaires, et ça a déjà produit des effets, et bien sûr bénéficier d'une nouvelle recette que nous évaluons à 50 000 € par an. Concernant la taxe additionnelle sur les droits de mutation, c'est ce que nous percevons lorsqu'il y a des transferts de propriété, ce produit est basé sur les échanges de propriété. Il est en conséquence assez difficile de l'estimer de façon précise. Pour le budget prévisionnel de 2017, la somme de 300 000 est inscrite au budget. Je rappelle qu'en 2015, nous avions eu 297 000 et en 2015, 323 000. Donc on pense qu'on devrait être assez proche. Les autres composantes du chapitre sont en légère augmentation. Il y a les droits de place pour un montant de 25 000 et la taxe sur les pylônes pour un montant de 16 000 €. Les dotations de l'État, qui se décomposent en plusieurs parties. La première, c'est la dotation globale de fonctionnement. C'est celle qui est amenée à baisser. Donc, en 2015 et 2016, la DGF est passée de 983 000 à 834 000, puis 691 000. C'est ce qu'on appelle, de façon pudique, la contribution au redressement des comptes de l'État. Pour 2017, le gouvernement a annoncé un ralentissement de l'effort demandé aux collectivités et le prélèvement devrait donc être diminué. L'inscription budgétaire proposée est donc de 621 206. La deuxième dotation, c'est la dotation de solidarité rurale, qui est celle qui a été perçue en 2016, qui est de 220 000 €. Celle-ci devrait être maintenue. La dotation nationale de péréquation
Donc pour la commune, elle est estimée à 210 000 euros, ce qui correspond à celle perçue en 2016. Donc la compensation des différentes taxes est estimée en impact à 123 775 euros sur l'exercice 2017. En 2016, la commune encaissera également le fonds d'amorçage pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, en 2017, pardon. Cette dotation est estimée à 75 750 euros. C'est en contrepartie des dépenses que nous sommes amenés à engager. Et puis, comme nous l'avions vu précédemment, la commune a choisi de recourir à la formule des emplois d'avenir et il y a une compensation qui est prise en charge par l'État que nous estimons à 52 800 euros pour l'année 2017. Par ailleurs, nous avons des participations, d'une part de la Caisse d'allocation familiale et de la Mutuelle sociale agricole. Cette participation qui intervient spécifiquement sur les services d'accueil enfance et jeunesse, Bourdis et Citybio, la petite enfance et les rythmes éducatifs. Bon, elle se divise en 3 parties, je ne veux peut-être pas beaucoup insister là-dessus. La MSA, elle, contribue au travers d'une PSO pour ses ressortissants et un pourcentage de la participation de la CAF au centre de jeunesse. En 2017, et donc jusqu'à la fin du contrat que nous avons signé, ce pourcentage est de 5%. Donc la participation cumulée de la CAF et de la MSA pour 2017 est estimée à 302 745 euros. Les autres recettes de fonctionnement, c'est principalement des contributions des usagers aux services qui ont été mis en place par la commune, dont la restauration scolaire, les activités proposées par l'espace jeunesse et le Bourdis. La prévision budgétaire est de 468 615 euros. Elle est en hausse par rapport à 2016, qui était de 401 060, en raison essentiellement de la facturation des repas à l'EHPAD dans le cadre de la convention transitoire que nous avons passée et qui est dans l'attente de la création du GIP Cuisine Centrale du Thor. Cette recette supplémentaire est estimée à 78 300 euros. Mais en face, il y a aussi une dépense, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et que Patrick vous l'a expliqué. Les autres produits de gestion courante concernent principalement les revenus des immeubles, loyers et locations diverses, qui sont estimés à 68 500 euros. Au niveau des recettes exceptionnelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre commune va bénéficier d'une subvention de l'État intitulée « Soutien aux maires bâtisseurs », et le critère, c'est le nombre de permis de construire qui ont été accordés. Cette aide sera en 2017 de 26 500 euros. Et donc vous avez, je ne sais pas s'il y a un tableau qui suit là, non, voilà, vous avez un tableau qui vous montre les grands équilibres. Je tiens à souligner l'autofinancement qui ressort qui est supérieur à 800 000 euros, 813 000. L'autofinancement, c'est l'excédent sur le budget de fonctionnement cumulé avec le montant des amortissements. Et donc, pour la première fois, je crois, depuis quelques années, nous avons un montant d'autofinancement qui est tout à fait, je dirais, significatif. Hier, juste pour votre information, on a eu une présentation du budget de la commune de Lille. Il est très inférieur à ce montant-là. Donc c'est intéressant parce que ça nous permet effectivement de pouvoir enclencher un certain nombre de projets, de pouvoir réaliser des emprunts, je dirais, auprès des banques, qui, à la lecture de cette présentation, ne peuvent être que satisfaites sur les bons équilibres de notre commune. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté sur les recettes de fonctionnement. Nous allons passer maintenant à la section d'investissement, et c'est Patrick Gay qui reprend la parole. Merci. Alors, la section d'investissement, elle s'équilibre à un peu plus de 4 millions d'euros, 4 46 132 euros, en diminution par rapport à 2016. Nous allons voir d'abord les dépenses et ensuite les recettes. Les dépenses d'investissement, donc elles s'élèvent à un peu plus de 4 millions d'euros, et vous avez un camembert sous les yeux qui vous explique la ventilation de ces dépenses. Alors, pour cerner proprement parler les investissements, il faut enlever les remboursements d'emprunts qui se montent à 708 000 euros. Donc les investissements proprement dits sont de un peu plus de 3 millions d'euros, 3 119 000 euros.
Les investissements se répartissent entre dépenses d'équipement hors opération et grands projets, c'est-à-dire les dépenses d'équipement par grand projet par opération. Nous voyons d'abord les dépenses d'équipement hors opération. Celles-ci s'élèvent à 738 000 €. Ce montant est en baisse par rapport au budget primitif précédent. Mais comme il est dit dans le paragraphe du début, la volonté exprimée de la municipalité de relancer l'investissement se poursuit et se concrétise de façon réaliste en 2017. La prévision budgétaire est moindre qu'en 2016, mais celle-ci a été faite au plus près de l'avancée des projets. C'est-à-dire que nous sommes maintenant plus réalistes peut-être, nous tenons compte des délais nécessaires qui s'apprennent au fil du temps pour réaliser des projets, même si la volonté existe. Alors, les dépenses d'équipement par opération, donc 738 000 €, ces dépenses hors opération touchent tous les domaines. Par exemple, réalisation d'un film promotionnel de la commune, modernisation du mobilier du Bourdis, rénovation de la tribune du stade du Bourdis, aménagement des cimetières, restauration d'une portion des remparts, mise en conformité des bâtiments concernant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, réalisation d'une tonnelle à l'école de la Calade, finalisation du plan local d'urbanisme, mais également les différents équipements des services et des écoles. Enfin, suite aux événements survenus en France en 2015 et 2016, d'importants crédits sont également prévus pour la sécurisation des écoles. La réalisation de ces travaux sera planifiée en fonction des différents retours des financeurs sollicités, à savoir l'État et le Conseil régional. Alors, si l'on regarde maintenant les dépenses par opération, les investissements par opération, on voit apparaître les grands projets. Et les grands projets sont principalement la Nouvelle Poste pour 501 000 €, le nouveau CCAS pour un peu moins de 500 000 €, 487 200 €, le Beffroi pour 430 000 €. Il reste ensuite des opérations un peu moins importantes, la voirie, 331 600 €, le centre technique municipal pour un peu moins de 200 000 € et le début du centre-ville, les études pour la réfection du centre-ville, la poursuite de la vidéoprotection et puis des projets moins importants comme l'école des jardins, les études pour un premier temps, la voirie des Mourguettes, etc. Donc les études qui sont engagées pour la réalisation des projets futurs qui seront beaucoup plus importants concernent l'école des jardins, étude de 21 700, le Bourdis, étude de 20 000, et l'aménagement du centre-ville, 97 500, rien que pour les études. Mais ultérieurement, les investissements seront plus importants sur ces points cités. Alors les recettes d'investissement maintenant. Nous passons aux recettes d'investissement. Vous avez un camembert qui présente les recettes d'investissement. On commence par les dotations et les fonds divers, 393 500 € avec la taxe d'aménagement qui est estimée en fonction des permis de construire accordés. En 2017, elle est estimée à 100 000 € en baisse par rapport à 2016 où elle était fixée à 120 000 €. Reversement de la TVA intervient également dans ce chapitre et il est évalué à 293 500 € en augmentation par rapport à 2016. Autre grande ressource, c'est le produit des cessions. Il n'intervient pas chaque année, mais cette année, 2017, nous prévoyons une recette correspondant à la vente à Grand Delta Habitat d'un terrain situé à proximité du cimetière et du bâtiment, et il y a également la vente du bâtiment de la Poste à la communauté de communes pour l'implantation du futur office du tourisme. Donc, il y a 2 grosses cessions prévues pour 420 000 € en 2017. Nous avons comme autre recette les opérations d'ordre entre sections, 395 000 €. En fait, il s'agit de la dotation aux amortissements. Cette dotation est en augmentation par rapport à 2016. Elle contribue à l'autofinancement de la section d'investissement. Nous faisons le plein ensuite des subventions d'investissement. Nous cherchons le maximum à obtenir des subventions d'investissement. Il est proposé cette année d'inscrire les subventions suivantes. 115 136 € pour la restauration du Beffroi venant de l'État et 80 500 € venant de l'État aussi pour l'aménagement du nouveau CCAS. 10 000 € pour les réserves parlementaires pour l'aménagement du nouveau CCAS. 86 200 €
pour l'aménagement de l'annexe de la mairie, la nouvelle poste venant du conseil départemental. Les fonds de concours de la communauté de communes se monteront à 71 000 € pour la restauration du beffroi. Ces recettes ont déjà fait l'objet de notifications. Enfin, on peut ajouter 3 100 € de participation pour non-réalisation d'aires de stationnement. En contrepartie de la non-réalisation d'aires de stationnement, une taxe est prélevée auprès des bâtisseurs. Et puis, évidemment, aussi dans le camembert, vous avez la moitié du pont de Châteauneuf, du pont des Taillades, qui est partagé entre la commune d'Hauteur et Châteauneuf de Gadagne. Le montant, c'est 2 fois 174 000 €, donc vous avez un investissement sous mandat de 174 000 € qui est prévu dans le tableau. Autre recette très importante, c'est l'excédent qui vient du budget de fonctionnement, c'est le virement à la section le virement provenant de la section de fonctionnement, virement à l'investissement, de 418 486 €, qui est en forte augmentation par rapport au budget primitif 2016, et ce sans reprise du résultat de l'exercice antérieur. Donc on attendra la tenue des comptes 2016 pour voir le total. Ceci marque la capacité d'autofinancement de la commune, le maire l'a rappelé. Alors évidemment, pour boucler le budget d'investissement, il faut emprunter, et c'est l'emprunt qui habituellement boucle le budget d'investissement. Cet emprunt budgétaire cette année est en sensible diminution. Il s'élève à 1 879 160 €, alors que je rappelle qu'en 2016, il s'établissait à 3 millions d'euros. Bien évidemment, il s'agit d'une prévision et en général, l'emprunt qui est réalisé est inférieur au budget qui figure à l'emprunt qui figure dans le budget. Enfin, cette fois-ci, il est en forte diminution, 1 879 000 €. Ce qui permet de jeter un coup d'œil sur l'évolution de la dette au 1er janvier de l'année, et ce depuis 2009. C'est un tableau qui vous est présenté dans le document. Nous avions en 2009 une dette de 6 700 000 € et elle atteindra en 2017, au 1er janvier, 4 816 000 €. Ce qui porte la dette par habitant au 1er janvier 2017 à 565 €, ce qui est très inférieur à la moyenne qui est constatée pour les communes de la strate, puisqu'elle s'élevait à 862 €. Donc on est nettement en dessous. Alors le recours au nouvel emprunt, qui interviendra sans doute en fin d'année, porterait l'endettement par habitant de la commune à 698 € au 1er janvier 2018, et la capacité de désendettement de la commune, c'est ce qui importe le plus, c'est le nombre d'années nécessaires pour rembourser le capital restant dû, serait limité à 8 années, ce qui correspond tout à fait à une durée qui qualifie une situation financière saine. La durée critique intervenant au-delà de 12 ans. Donc à 8 ans, nous sommes tout à fait dans les normes. La présentation réglementaire synthétique du budget primitif 2017 tel que décrit ci-avant est jointe au présent rapport. Donc voilà, la présentation du budget est terminée. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Patrick de cette présentation. Donc avant de passer au vote, y a-t-il des questions? Oui, Madame Amlili, je vous en prie. Alors du coup, ma première question, ce sera sur la baisse de la dotation au CCAS. Une baisse de 20 000 €. Je voulais savoir, du coup, est-ce que la qualité de service ne sera pas amoindrie avec une telle baisse? Je pose toutes mes questions d'un coup ou... Si vous voulez, oui. Je vous en prie, oui. Alors ma deuxième question, c'était par rapport au transfert de compétences de la gestion des aires de gens du voyage à la communauté de communes. Je voulais savoir quelles sont les mesures qui ont été prises par la communauté de communes pour l'installation des gens du voyage sur l'aire de la gare. Ma troisième question, c'était sur les taxes sur les publicités. Pourquoi avoir attendu 2017 si on pouvait l'appliquer avant? Et enfin, ma dernière question, c'était par rapport à l'augmentation des impôts. Vous avez affirmé que c'était une volonté de poursuivre les investissements.
dont acte, mais les investissements vont diminuer en 2017. Donc pourquoi, qu'est-ce qui justifie une telle hausse? Merci. D'accord, mais je réponds à vos questions, merci. Alors, le CCAS, si vous voulez, on revient de très loin. Vous n'avez peut-être pas tout l'historique, mais il y a eu une année, il y a 3 ans ou 4 ans, avant qu'on arrive aux manettes, hein, bon, où il y a eu des dérapages considérables. Donc le redressement des comptes du CCAS a eu lieu avant notre arrivée. Et il a été entamé avant notre arrivée. Et c'était absolument nécessaire. Puisque je rappelle que la commune, à un moment, à une année, alors je ne sais plus si c'est 2013 ou bon, a été amenée à verser plus de 700 000 € de dotation. 2012, bon, peu importe. Donc, le redressement a démarré avant notre arrivée et nous l'avons poursuivi. Et on s'aperçoit, et je vais vous illustrer par un exemple très concret, qu'on peut en même temps améliorer le service et diminuer globalement la charge restant à la commune. La crèche en est un exemple symptomatique. On a monté le taux d'occupation de la crèche de façon très importante. Il y a 2 ans, c'était aux alentours de 60%. Aujourd'hui, on est à 74 ou 75. Donc ça veut dire qu'on monte la qualité de service auprès des familles, puisqu'on monte le taux d'occupation, et en même temps, le coût net a été diminué de façon également considérable, puisqu'on est passé, je crois qu'on a gagné aux alentours de 60 000 €, mais par une bien meilleure gestion. Et donc ceci a été fait sur l'ensemble des services. Donc aujourd'hui, on augmente les services au CCAS, par exemple le service de convivialité, à savoir qu'on accompagne les gens qui doivent faire des courses, où il y avait une demi-personne, eh on a mis une personne à temps plein, parce que la demande a été importante. Mais en même temps, comme la gestion a été bien tenue au CCAS, l'objectif du CCAS n'est pas de faire des profits, hein, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a été amené. Et je rappelle aussi que la dotation de la commune, c'est une dotation d'équilibre. À savoir que si demain le CCAS avait un souci, la commune est tenue de verser la dotation pour avoir l'équilibre. Hein, c'est pas en soi on donne un chiffre, non, c'est en fin d'année, on regarde à combien on arrive, etc. En ce qui concerne le transfert de la compétence de l'aire des gens du voyage et ce qui se passe à la gare après s'être passé à l'auditorium, à savoir que 80 caravanes ont envahi d'une part le parking de l'auditorium et sont restés un peu plus d'1 semaine et après ont migré dans la journée du 1er janvier sur la gare, ça n'a aucun lien. Ce sont globalement des ressortissants du voyage, des gens du voyage, mais là, ce sont des voyageurs un peu sédentaires, puisqu'ils viennent s'installer sur l'aire qui a été construite il y a une dizaine d'années, et ils ne doivent pas y rester plus de 4 mois. Donc au bout de 4 mois, ils vont à celle de Lille, et celui de Lille, il vient à celle du Thor, et donc ils sont quasiment sédentaires. Là, on a affaire à ces 80 caravanes, si vous voulez, à des gens qui sont vraiment du voyage et qui arrivent, s'installent sur une commune sans rien demander à personne. Généralement, ils choisissent des terrains qui gênent pas trop. Hein. C'est rarement des terrains privés. Bon, mais là, une fois, ils ont choisi le département et une autre fois, ils ont choisi la SNCF. Donc, une plainte a été déposée par la SNCF et tout ça est géré par la préfecture. C'est pas de la responsabilité de la commune, sauf s'il y avait des vols qui nous concernaient. Mais je sais que ça vous préoccupe parce que c'est quasiment en face de chez vous, je crois. Voilà. Alors, la TLPE, pourquoi elle n'a pas été mise en place avant? Ben oui. Ça, on peut vraiment se poser la question. Et quand je dis avant, c'est depuis qu'elle existe. Je crois que c'est... Michael, quelle est l'année? 2003. 2003. C'est depuis 2003. Alors pourquoi? Ben, écoutez, j'en sais rien. Et moi, je vous avoue sincèrement que nous avons découvert, personnellement, j'ai découvert l'existence de la possibilité de la TLPE en 2015. Et donc, 1 an après être arrivé à la commune. Et donc, comme il fallait la faire voter au moins 6 mois avant son application, donc on l'a fait voter en juin 2016 pour qu'elle soit applicable en 2017. Alors, en ce qui concerne les impôts, les investissements, alors, on a listé l'ensemble des projets qu'on veut voir réalisés sur la commune dans l'exercice 2017. Ils sont listés, ils sont chiffrés. Donc, quand vous dites qu'il y a une réduction,
très sincèrement, je pense qu'on n'a pas de réduction des projets. Voilà. Alors, la réduction qu'il peut y avoir, c'est entre les ambitions qui sont annoncées au niveau d'un budget et puis qui sont réalisées ensuite. Donc nous avons voulu cette année, ça a été dit dans le texte, mettre un niveau d'investissement qui soit cohérent avec ce qu'on est capable de faire avec les moyens humains de la commune, avec les délais de lancer d'appels d'offres, mais aussi avec les moyens humains, puisque la plupart de ces investissements sont suivis par les gens du service urbanisme, qui sont peu nombreux. On a globalement 1,5 personne qui est capable de suivre, je dirais, ces dossiers-là. Et donc, voilà pourquoi c'est ce chiffre-là qui a été mis. Et pour les financer, il fallait, en face de la diminution des dotations de l'État, réajuster les impôts. D'autres questions? Monsieur Ripoll. Oui, j'ai écouté attentivement l'exposé qui a été fait aujourd'hui du budget. Je viens d'entendre les réponses que vous avez données à NESA sur ces questions, mais permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord avec les explications que vous avez pu donner, en particulier à propos du CCAS. Effectivement, à un moment, il y avait besoin d'intervenir pour apporter une correction au niveau du budget du CCAS, mais ça a été fait, et en particulier par la municipalité précédente. Il n'empêche que depuis votre arrivée, vous avez considérablement continué à baisser les prestations qui sont effectuées au niveau du CCAS. Donc, je reprends un petit peu mon analyse de votre présentation du budget primitif. J'ai, comme mes collègues, du mal à comprendre l'augmentation des charges de fonctionnement et de personnel dans ce budget, alors qu'à chaque présentation du budget, vous mettez en valeur le non-remplacement de personnel de la commune. Cette fois-ci, encore, il s'agit d'un rédacteur du service des ressources humaines qui ne sera pas remplacé. C'est bien ce que j'ai compris. Cette augmentation, elle est prévue également malgré la mutualisation des services que vous nous avez présenté cette fois-ci et des fois précédentes ici en conseil municipal. Cette mutualisation des services, elle est réalisée au niveau des transferts de compétences et de personnel, quelquefois à la communauté de communes. Et elle est annoncée à travers la constitution en 2017 d'un groupement d'intérêt public qui gérera la cantine centrale. Donc, effectivement, je prends acte de ça. Nous déplorons je prendrai votre explication tout à l'heure, mais nous déplorons la réduction du budget du CCAS. 20 000 € en moins sur le prochain budget. Ça pourrait ne pas paraître pas important, mais si on l'additionne à tout ce qui a été enlevé ces dernières années, ça commence à faire une petite somme. À une époque où les écarts de répartition des richesses et des revenus se creusent et s'accentuent entre les plus pauvres et les plus riches, vous avez choisi, monsieur le maire, de diminuer une nouvelle fois la participation financière de la municipalité à l'effort public de solidarité et de secours aux plus fragiles. Depuis le début du mandat, vous n'avez pas cessé de renier le budget social du CCAS et vous avez contribué, j'espère que ce n'est pas le cas, mais vous contribuez à saper les bases de notre cohésion sociale ici au Thor. Je vous appelle à la vigilance, monsieur le maire. Par ailleurs, je constate une nouvelle fois que la plupart des projets d'investissement évoqués dans le budget primitif sont des projets que vous avez présentés maintes et maintes fois depuis votre arrivée, et constamment reportés, comme la réalisation des travaux de restauration du Beffroi, par exemple. Bien entendu, il est heureux que quelques projets comme le City Park arrivent de temps en temps à leur concrétisation, mais que d'effets d'annonce à chaque fois. Donc rien de nouveau sous le soleil dans la lecture de ce budget au niveau de l'investissement. J'ai noté également que dans l'urgence de réaliser les travaux, la réfection de la toiture du centre technique municipal a été pointée comme un projet prioritaire pour 2017. Je regrette personnellement qu'à votre arrivée, vous n'ayez pas repris à votre compte le projet de la municipalité précédente qui prévoyait la réalisation d'une toiture avec des panneaux solaires sur les ateliers du service technique et suivant un plan de financement qui faisait la part belle aux subventions versées pour ce type de réalisation. Ce qui aurait ensuite permis à la commune de bénéficier de recettes engendrées par la production d'énergie. Mais comme vous avez quand même besoin de recettes, vous avez institué un nouvel impôt local,
c'est la libre administration des collectivités territoriales. C'est vous qui avez décidé de la mettre en place dans la commune. La taxe sur la publicité extérieure, mais rien ne vous y oblige. Taxe qui va grever un peu plus le budget des commerçants. Et au mépris de vos promesses électorales, vous augmentez en une fois, de façon importante, les taxes locales ménagères. De cela, nous avons déjà débattu assez longuement lors du débat d'orientation budgétaire. Donc j'arrête là mon intervention. Merci. Alors bon, il est sûr que votre intervention est basée sur une déclaration politique que je respecte, hein, tout à fait. Bon, je m'inscris quand même en faux, mais alors vraiment en faux sur ce que vous appelez la baisse des prestations au CCAS. Et je vous mets au défi de me citer quelle prestation a baissé au CCAS. Je rappelle que le CCAS a connu en 2011-2012 des moments extrêmement difficiles, globalement une très mauvaise gestion, que l'ancienne municipalité s'est attelée à la tâche pour le redresser, a d'abord versé une dotation importante, qui était complètement excessive, mais importante, de façon à passer l'échéance, sinon notre CCAS était en faillite, n'était pas capable de payer ses factures, mais elle s'est attelée au redressement, et dès la première année, les comptes du CCAS se sont améliorés, la deuxième année, la troisième, et lorsque nous avons pris les manettes, nous avons poursuivi cette amélioration de gestion. Donc là-dessus, bon, donc je vous mets vraiment au défi, Bruno, de me citer une prestation, mais une seule, sur laquelle on a baissé soit la qualité, soit la prestation elle-même. Et je reconnais que peut-être dans votre philosophie, ça paraît impossible de faire mieux avec moins de moyens. C'est peut-être possible, mais c'est la réalité, c'est ce que nous faisons. Bon, sur le reste, effectivement, et ça a déjà fait l'objet de débats importants, sur les panneaux solaires au CTM, j'ai déjà expliqué que ça aurait été une erreur de gestion. Le CTM ne peut pas rester en l'état où il est pendant 10-15 ans. Il est vieillissant, il est devenu obsolète, il n'est pas conforme par rapport à son utilisation. Donc un jour, alors ce jour, est-ce que c'est dans 5 ans, dans 6 ans, le CTM sera transféré et installé ailleurs, qui que ce soit aux manettes, il faudra le faire. Et donc ça aurait été aberrant que de lui refaire un toit avec des panneaux solaires, avec un investissement, et je ne vois pas comment on aurait pu contracter avec un opérateur, sachant que peut-être 5 ans après, on était amené à quitter ces locaux-là, juste là. Mais cette information-là, je l'ai déjà donnée au conseil municipal il y a 5 ou 6 mois. Y a-t-il d'autres questions sur le budget? Oui, s'il vous plaît. Oui. Bon, c'est pour conclure également. Je tire notre attention à tous sur les évolutions réelles de votre budget. En effet, nous n'étudions ici que des intentions qu'on peut souhaiter favorables aux contribuables que nous sommes. Mais si on examine les données des comptes administratifs au terme des exercices écoulés, on constate que depuis 2013, les charges de fonctionnement ont progressé en fait de 9%. C'est récupéré sur le site des finances publiques, hein. Les charges de personnel ont augmenté, elles, de 14%, alors que vous nous annoncez depuis 3 ans vouloir baisser ces dépenses que vous jugez dispendieuses. On ne pourra donc que constater l'échec de votre politique en la matière, et cela malgré les postes qui ont été supprimés, donc c'est dit dans la délibération, donc un rédacteur au service ressources humaines, un agent à temps partiel, rien que pour cette année, et aussi donc des dépenses qui augmentent, mais malgré les transferts de compétences à l'intercommunalité, l'assainissement, l'urbanisme, les archives. D'ailleurs, pour le service des archives, alors qu'on a voté la délibération pour sa mise en œuvre sur la base des économies attendues de la mutualisation, aujourd'hui vous nous dites que celle-ci passe par une augmentation des dépenses. Même les outils informatiques qui ont un coût élevé, alors que la meilleure gestion qu'ils permettent devrait occasionner des économies de temps et de personnel, ces nouveaux outils ont un coût que vous dites également important. Donc vous avouerez que tout cela paraît paradoxal, tout autant que vos déclarations de campagne, mais ça on en a déjà parlé, qui vous fait promettre donc les baisses d'impôts alors que vous augmentez les taux communaux d'un seul coup cette année, de 12% sur la taxe d'habitation, de 9,65% sur le foncier non bâti, mais effectivement, voilà, on a déjà parlé le mois dernier.
Bon, vous avouerez qu'il y a matière à s'interroger sur la concordance des propos et les réalisations effectives. Moi, je voudrais revenir également, alors j'ai des questions sur les dépenses d'équipement par opération. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Il y a certains postes, alors ils étaient l'année dernière, ils sont repris cette année. Par exemple, le beffroi, il était inscrit pour 2016 donc à 400 200. Là, il est inscrit à 430 530. Donc, bon, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais qu'est-ce qu'il en est dans le compte administratif à la fin? Les 400 200, ils ne figurent pas dans le budget de 2016, j'imagine, puisque aujourd'hui, c'est 430 000 qui devraient y figurer. Donc, à chaque fois, les montants sont reportés d'une année sur l'autre. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Tout de suite? Vous voulez poser le reste des questions? Non, on peut finir. Voilà. Vous allez poursuivre, d'accord, ouais. allez-y. Non, répondez là-dessus parce que... Quand vous faites votre budget prévisionnel, vous dites, nous allons faire une dépense de 430 000 pour faire tel type d'action. C'est inscrit dans votre budget. Ceci vous autorise à lancer les consultations, à passer les marchés, etc. Si la réalisation de cette dépense est décalée, bien évidemment que ça ne rentre pas dans le compte administratif. On ne va pas compter administrativement des dépenses qui n'ont pas eu lieu sur 2016, mais qui vont avoir lieu sur 2017. Mais ça veut dire que lorsque vous votez votre budget 2017, vous devez réinscrire, puisque, vous le savez, c'est une unité de temps, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc vous devez réinscrire pour cette unité de temps nouvelle, 2017, la dépense que vous prévoyez de faire. Voilà, donc ce n'est pas cumulatif. Alors, c'est pas cumulatif, mais normalement, ça devrait être baissé du montant des études qui ont été déjà réalisées. Or là, le montant, il est encore plus gros, il est de 430. Enfin, à chaque fois, ça augmente, ça devrait être diminué du reste à réaliser, en fait. Non, puisque, si vous voulez, la dépense de travaux sur le beffroi, hein, c'est pour le beffroi. C'est ça. Elle n'a pas du tout été active sur 2016, elle sera active. Là, elle va démarrer dans quelques semaines. Voilà. Donc... Bon, par ailleurs, mais vous avez participé aux conseils municipaux différents, nous avons été amenés à réajuster ce projet-là, et ça a été soumis à votre validation, etc. Donc, voilà, donc c'est pas une novation. L'inscription de cette somme sur 2017, c'est pas une novation. D'accord. Ok. Donc, bon, pour ça... J'avais des questions aussi sur la nature des travaux prévus sur le chemin des 5 cantons. Est-ce que c'est l'élargissement qui était prévu dans le cadre du PLU? Pas particulièrement. Donc ça, c'est peut-être Jacques Nicolas qui pourra vous répondre. Mais... Pardon, c'est le relèvement d'une partie de la chaussée à un endroit où l'eau stagne quand il y a des grosses pluies au début. Voilà. Et c'est un endroit où c'est une dépense qui avait été qu'on avait déjà envisagée, mais qui n'est pas de manière suffisante, il y a 2 ans, je crois. Et en fait, l'analyse du terrain fait qu'on est obligé de faire des travaux plus importants qu'on déclenchera à ce moment-là. Oui, je finis encore. La crèche et le City Park font encore l'objet de dépenses 2100 et 1400 euros. Pourquoi encore? Il y a d'autres choses à finaliser ou c'est des restes à réaliser aussi? Vous savez que sur toutes les opérations, par exemple, cette année, en 2016, on a encore passé une séquelle du projet Grande Sorgue, là, du pont de Douzamont, parce qu'il y a encore un reste à réaliser, une facture, il peut y avoir un litige, etc. Mais c'est la vie courante de la commune, ça n'a rien de particulier, quoi. Hein. Donc, il y a un petit solde pour le City Park qui a été réceptionné le début décembre. Ça me paraît tout à fait normal et logique, quoi. Et la crèche, c'est pareil. Hein. C'est vraiment pour savoir, hein. Il n'y a pas de sous-entendu là-dedans. Hein. Voilà. Et d'autre part, j'ai vu aussi couverture City Park pour un montant de 15 000 euros. Voilà, qu'est-ce donc? C'est pas couverture City Park. C'est aujourd'hui, nous avons une problématique. Notre gymnase est complètement saturé.
Il y a même eu un jour une manifestation qui a été en conflit avec une autre, etc. Bon. Et donc, nous voulons lancer une étude pour savoir si on ne pourrait pas réaliser de la couverture d'un certain nombre de terrains omnisports, qui permettrait de dégonfler, en même temps d'amener un meilleur service aux sports qui sont pratiqués, je dirais, par certaines associations, mais aussi de dégonfler l'occupation du gymnase, qui, je rappelle, a été construit il y a une dizaine d'années. Le Thor a bien grandi, le nombre d'adhérents dans les associations a monté. Donc voilà, donc c'est pas couverture du City Stade. Hein. Ou alors, si ça a été écrit comme ça, c'est une erreur, parce que c'est pas comme ça. C'est multisport, hein. Voilà. Omnisport, hein. Voilà. Et donc, il faut faire réaliser une étude pour voir comment c'est faisable, où, et qu'est-ce que ça amènerait comme dégonflement du gymnase. Très bien. Donc, merci. S'il n'y a plus de questions, nous allons pouvoir passer au vote du budget qui va nous permettre de faire fonctionner la commune pour l'année 2017. Donc, l'article 1, les inscriptions en crédit de dépenses et en recettes de chacune des sections investissement et fonctionnement du budget primitif sont apparues selon le détail qui a été présenté. Donc, je rappelle que la section de fonctionnement en dépenses, 8 230 824 et en recettes, l'équivalent, bien évidemment. Et la section d'investissement, 4 46 132 et en recettes, la même somme, bien évidemment. Donc, le premier article, puisqu'on vote par article, là, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Donc 4 contre et adopté à la majorité. L'article 2, le montant de la subvention attribuée au CCAS est fixé à 515 000 € conformément au détail qui vous a été présenté. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Et l'article 3, le montant de la subvention attribuée au syndicat mixte de gestion de l'école départementale de musique et de danse du Thor, fixé à 177 120 €, conformément à ce qui vous a été présenté. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Donc vote à l'unanimité. Les subventions de fonctionnement attribuées aux coopératives scolaires sont fixées comme suit, dans le tableau qui vous a été donné, avec un montant total de 17 160 €. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc adoptés à l'unanimité. Donc tous les articles sont adoptés à l'unanimité, sauf l'article 1 qui a été voté à la majorité. C'est clair? Merci bien. Le dossier suivant traite du déploiement de la vidéoprotection sur la commune du Thor et donc de la demande de subvention auprès du Conseil régional. Laurent, tu as la parole. Merci. Merci. La mise en place de la vidéoprotection sur la commune du Thor est un engagement fort de la mandature. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre d'un plan général de renforcement de la sécurité basé sur l'augmentation des moyens du service de la police municipale, son étroite collaboration avec la gendarmerie et la mise en place de la vidéoprotection. Dès 2014, Monsieur le maire a sollicité le concours du référent départemental de sûreté de la gendarmerie afin de réaliser un diagnostic de sécurité et une étude d'implantation de la vidéoprotection sur la commune. Le diagnostic de sécurité a relevé les éléments suivants. Le niveau général de délinquance de la commune n'est pas critique, mais comporte des disparités. Le centre-ville est particulièrement soumis aux incivilités, aux dégradations et aux atteintes des véhicules sur les parkings. Le développement des zones d'activité et commerciales en périphérie du centre-ville a engendré de nouvelles atteintes en matière de délinquance. La commune est traversée par des axes principaux de circulation qui engendrent la délinquance itinérante. Avec l'augmentation démographique constante, des zones de lotissement soumises au cambriolage se sont développées en périphérie du centre-ville. L'étude du référent gendarmerie a relevé plusieurs objectifs auxquels la mise en place de la vidéoprotection sur la commune peut répondre. Apporter un effet de dissuasion quant au passage à l'acte, contribuer à faire baisser les réitérations d'atteintes en centre-ville,
participer à améliorer le taux de résolution des atteintes par la gendarmerie, faire baisser le sentiment d'insécurité de manière générale, visualiser les flux de circulation principaux en périphérie du centre-ville afin de dissuader les atteintes dans les lotissements et dans les zones d'activité ou commerciales. Exercer une surveillance aux abords des établissements publics, scolaires ou sportifs, drainant beaucoup de public et actuellement sensibles. Pouvoir effectuer des levées de doute en cas d'anomalie ou de sinistre sur le domaine public. Cette étude du référent sûreté a préconisé l'installation de caméras à déployer en priorité dans les secteurs ciblés dans ce diagnostic. En 2015, la commune a mandaté le cabinet JPSA afin de l'accompagner à la mise en œuvre de ce projet. Celui-ci a réalisé une estimation pluriannuelle sur la base des préconisations ainsi que du recensement supplémentaire de tous les lieux prioritaires à équiper. Le projet complet comporte 44 caméras. Afin de financer ce projet, la commune a déposé en février 2016 un dossier de demande de subvention auprès de la préfecture dans le cadre du Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance et de l'appel à projet 2016 portant sur le déploiement de la vidéoprotection. À ce jour, le ministère de l'Intérieur n'a pas encore statué sur les dossiers ni apporté une réponse aux communes candidates. Ces dossiers seront peut-être étudiés à nouveau en 2017. La municipalité a choisi d'avancer tout de même dans la mise en œuvre du projet. Un marché à bonne commande a été attribué début 2016 et une première phase du projet a été mise en œuvre. Dès 2016, ce sont d'abord 12 caméras et le centre de supervision urbain qui ont été installés, puis, dans un deuxième temps, 9 caméras supplémentaires. Le 19 septembre 2016, la préfecture de Vaucluse nous informait d'un nouvel appel à projet pour la sécurisation des écoles, avec comme date limite de dépôt des projets le 10 octobre 2016. L'étude menée depuis 2014 préconisait l'installation de dispositifs à l'entrée des différents groupes scolaires de la commune. La municipalité a donc pu déposer un dossier comprenant les dispositifs de sécurisation de l'école de la Calade, de celle des Jardins. Ces deux écoles du centre ayant déjà été installées, ils ne pouvaient plus prétendre à un financement. En décembre 2016, la préfecture nous informait que le ministère n'avait pas été en mesure de traiter tous les dossiers adressés et que les 50 dossiers vauclusiens n'avaient pas reçu de réponse. Ces dossiers seront peut-être étudiés en 2017. Le Conseil régional a de son côté décidé la création d'un fonds de soutien aux forces de sécurité, F2S, qui comprend 2 appels à projets. Le premier, développer des systèmes de vidéoprotection dédiés à la sécurisation des centres-villes, des équipements et des espaces publics. Le second, acquérir des équipements nécessaires à l'exercice des missions des polices municipales. Je vous propose de présenter les dernières phases de notre projet de déploiement de la vidéoprotection sur la commune au titre de l'appel à projet du Conseil régional. Le projet se présente en 2 phases à déployer en 2017 et 2018. La première phase 2017 compte 12 caméras implantées sur les sites suivants. Groupe scolaire des Jardins, groupe scolaire de la Calade, église sud vers la rue de la République, cours du Docteur Seigle à la hauteur de la maison Saint-Roch, avec 2 caméras, route d'Avignon à hauteur d'Intermarché, une caméra fixe plus caméra à lecture de plaques, rond-point route de Saint-Saturnin, contre-allée du collège, rond-point du collège avec 2 caméras, entrée de la gare, rond-point route de l'Île-sur-Sorgue au niveau de l'hôtel Saint-Louis, ainsi que la liaison en fibre optique entre l'église et la police municipale. La liaison radio n'est pas suffisante pour acheminer l'ensemble des données du réseau, vu l'extension du nombre de caméras. La seconde phase 2018 compte 11 caméras implantées sur les sites suivants: le cours Gambetta, croisement rue du Mourgon, église Nord, avenue de la Libération, rond-point Saint-Michel, route de Cavaillon, croisement chemin des Saint-Cantons, passerelle de la Garancine, le Boulodrome, chemin de Réidé, entrée de ville, route de Caumont, chemin de la Grange, stade du Bourdis et centre de loisirs de Bourdis avec 2 caméras, et la place du Chasselas. Cette deuxième est plus coûteuse car elle concerne des équipements spécifiques comprenant une alimentation photovoltaïque et parfois la prise en charge des supports,
mât dédié, alors que les autres sont sur les mêmes supports que l'éclairage public. Le plan de financement de ce projet serait le suivant. Au niveau de dépenses, le cumul des deux phases, 2017-2018, voit une dépense globale de 152 775 € hors taxe, soit 183 330 € TTC. Au niveau des recettes, on prévoit une subvention du Conseil régional F2S de l'ordre de 45 832 €, soit un peu plus de 30%. Un autofinancement de la commune de 106 942,50 €. La TVA pour 30 550 €, pour un montant global du projet au niveau des recettes de 183 330 €. Je vous propose de bien vouloir en délibérer. Merci Laurent de cette présentation. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Ripoll et Madame El Amlili. Je vous en prie. Merci bien. Voilà, ma question porte sur la subvention. Lors de la première phase de déploiement du projet vidéoprotection, qui est quand même un projet coûteux pour la commune, un certain nombre de subventions a été demandé. Il me semble que, je ne me rappelle plus très bien, que peu ou pas du tout de subventions ont été versées. Je sais pas, tu vas me dire. Donc, est-ce qu'on a plus de chance cette fois d'obtenir ces subventions? Est-ce qu'on a plus de chance, ou même l'assurance peut-être, je ne sais pas, d'avoir ces subventions? Et est-ce que vous développerez malgré tout le projet sans subvention, tel qu'il est décrit là, quoi? Oui, je peux répondre. Oui, mais je vais te donner la parole. Mais vous savez, autrefois, quand on demandait une subvention, on n'avait pas l'impression qu'on jouait au loto. La subvention, l'État disait, ça va être subventionné, si votre dossier tenait la route, normalement. Puis là, cette année, en 2016, on a joué au loto. L'État a dit, ah ben oui, on avait prévu une somme, parce que l'État avait bien prévu dans son budget une somme, mais on l'a affecté 100% pour la sécurisation de l'Euro de football. Et donc, on ne vous donnera pas les subventions. Voilà. On a vraiment joué au loto. J'espère, mais je ne vous signe pas un papier, que ça ne va pas se renouveler avec la région. La région a annoncé clairement, parce qu'il y a une contrainte de sécurité majeure, pas besoin d'insister là-dessus, qu'elle mettait en place un projet, qu'elle encourageait les communes, qu'elle voulait privilégier les écoles, etc. Donc nous nous inscrivons 100% dans ce dossier-là, mais comme on a déjà joué une fois au loto qu'on a perdu, voilà. Tu as la parole, Laurent. Oui, merci. En fait, c'est pas 2 fois au loto, c'est 3 fois au loto. Je précise parce qu'il y a eu une première demande, donc Monsieur le maire vient de dire l'Euro de football est passé par là, on n'a pas eu. Après, il y a une seconde demande qui a été faite dans le cadre des écoles, donc là, c'est pareil, on est en attente. Et la troisième loterie, c'est là pour les 2 phases supplémentaires où on profite, qui est, suite malheureusement à ce qui s'est passé dans la région niçoise, donc une aide de la région pour venir justement en aide. Donc là, on espère pouvoir toucher. Mais par contre, ce que je souhaite préciser, c'est que quand on construit un projet, on ne le construit pas dans la mesure, on le fait, qu'on ait des subventions ou qu'on n'en ait pas. On le fait, point. Si on a des subventions, c'est bien, mais dans le budget tel qu'on l'a présenté ou autre, on ne crée pas un projet dans l'espoir. Dans l'espoir, oui, mais pas pour avoir. Je veux dire, si on l'a, c'est bien, mais voilà, on le fait. On le fera quand même. C'est important de le savoir. Quoi qu'on fasse, c'est réfléchi et mesuré. Quand même, d'autant plus, si vous voulez, que l'installation des premières tranches ont déjà porté leurs effets. Vous avez vu que la semaine dernière, on est arrivé à identifier les gens qui avaient agressé cette personne âgée pour lui voler 4 bijoux. Donc, vous l'avez peut-être vu, ça a été identifié grâce aux caméras de vidéoprotection. La gendarmerie nous a envoyé un message de remerciement. Et puis, comme vous le savez, un certain nombre de zones qui étaient problématiques ont été pacifiées depuis. Voilà. Donc, nous irons jusqu'au bout. En plus, c'est une demande forte de l'État dans le cadre de la protection des populations. D'autres questions? Oui, madame, je vous en prie. Moi, c'était par rapport à la maintenance des caméras. Comment sont constatées les défaillances? Parce que là, il y a une caméra qui a été vandalisée au niveau du cimetière. Non, je veux rectifier de suite. La caméra n'est pas vandalisée, elle est en cours d'installation.
Voilà, donc c'est un peu différent. Après, il faut se rassurer, hein, en cas de malveillance ou en cas d'incident sur un outil, il y a un contrat de maintenance qui est établi. Il y a des garanties, bien sûr, on a une telle installation, mais bon, tout est pris en charge par les contrats de maintenance. Merci. Donc, je soumets à votre délibération, avant le vote, d'approuver la poursuite de la mise en place de la vidéoprotection sur la commune pour les années 2017 et 2018, selon le descriptif qui vous a été présenté, et de façon concomitante, d'approuver le plan de financement prévisionnel tel que ceci vous a été détaillé par Laurent Bresson. Je rappelle qu'on est bien sur 2 phases, 2017 et 2018. De solliciter auprès du Conseil régional une subvention à hauteur de 30% du projet, soit 19 672,50 € pour la phase 1 à réaliser en 2017 et 26 160 pour la phase 2 à réaliser en 2018. Et de m'autoriser, bien sûr, à effectuer les démarches nécessaires pour mettre en œuvre cette délibération. Y a-t-il des oppositions? 2 oppositions. Y a-t-il des abstentions? 2 abstentions, donc approuvé à la majorité. Laurent, tu vas garder la parole puisque le rapport suivant traite de l'acquisition d'un véhicule pour la police municipale et de façon concomitante la demande d'une subvention auprès de la région. Merci. La commune envisage l'acquisition d'un nouveau véhicule pour le service de police municipale. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre d'un plan général de renforcement de la sécurité basé sur l'augmentation des moyens du service de police municipale, de l'étroite collaboration avec la gendarmerie et de la mise en place de la vidéoprotection. Le renforcement des effectifs dès 2014 et le déploiement des équipes de service de police nécessitent des équipements adaptés. Il est nécessaire aujourd'hui d'acquérir un nouveau véhicule de service afin d'assurer l'ensemble des tâches dévolues à l'équipe. Le Conseil régional a décidé la création d'un fonds de soutien aux forces de sécurité F2S qui comprend 2 appels à projets. Développer les systèmes de vidéoprotection dédiés à la sécurisation des centres-villes, des équipements et des espaces publics et acquérir des équipements nécessaires à l'exercice des missions des polices municipales. Je vous propose de présenter l'acquisition de ce nouveau véhicule au titre de l'appel à projet du Conseil régional. Le plan de financement de ce projet serait le suivant. Au niveau des dépenses, 17 500 €, 21 000 € TTC, une subvention d'un peu plus de 30% pour 5 830 €, un autofinancement de la commune à hauteur de 11 670 €, TVA 3 500 € et un montant équilibré à 21 000 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose d'approuver l'acquisition d'un nouveau véhicule pour le service de police municipale, d'approuver le plan de financement prévisionnel tel qu'il vous a été instruit et de solliciter la région pour une subvention à hauteur de 30% du projet, soit 5 830 €, et de m'autoriser à signer pour effectuer toutes les démarches nécessaires. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. Le dossier suivant traite de la création du groupement d'intérêt public Cuisine Centrale du Thor et de l'adoption de la convention constitutive. Donc on rappelle un certain nombre d'attendus qui sont nécessaires, à savoir que notre commune assure un service de restauration qui est organisé chaque jour dans les établissements scolaires, que cet outil dessert également le centre de loisirs municipal et la crèche, qu'il a aujourd'hui une capacité qui peut aller jusqu'à 900 repas par jour, alors que nous produisons environ 600 repas par jour pour nos écoles. L'EHPAD Les Cigales proposait, lui, un service de restauration à ses résidents avec une production sur place. La cuisine centrale de l'établissement produisait chaque jour 170 repas pour 2 services de 85 convives, mais du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours de l'année. Cette structure était vétuste, on peut même dire très vétuste, située dans un bâtiment annexe qui n'appartenait pas à l'EHPAD. Elle était amenée, en raison de son état, à fermer ses portes à court terme. L'EHPAD avait dans un premier temps envisagé la possibilité de construire une cuisine en interne dans l'établissement. Outre le poids financier important que cette décision aurait fait peser sur le prix de journée, c'était un peu plus de 500 000 €, les lieux étaient trop exigus pour accueillir un tel projet. Aussi, il a été envisagé une autre solution consistant en un rapprochement des 2 entités
vers une production commune de repas et une mutualisation des services et du personnel sur un point central constitué par la cuisine centrale de la commune du Thor. Ceci permettant de répondre donc aux besoins de l'EHPAD et en même temps d'optimiser l'outil de production municipal. Dans la séance du 12 avril dernier, le conseil municipal s'est prononcé favorablement sur la création d'un groupement d'intérêt public, GIP, portant sur la mutualisation de la production des repas entre la ville du Thor et l'EHPAD Les Cigales. Par délibération du 5 juillet 2016, il a approuvé une convention transitoire, c'est-à-dire avant la création du GIP, qui était applicable jusqu'à l'adoption de cette convention. Cette convention transitoire est effective depuis le 12 septembre dernier. Elle permet de produire chaque jour environ 870 repas qui desservent les écoles du Thor, l'EHPAD Les Cigales, la crèche, le centre aéré, pour un total annuel d'environ 165 000 repas. Le mode de production des repas en lui-même n'évolue pas, puisque c'est la liaison chaude pour les services municipaux et la liaison froide pour les services de la maison de retraite, comme ça l'était préalablement. Tous les repas sont élaborés sur le site de la cuisine centrale, puis livrés sur les différents sites de consommation. Les objectifs principaux qui sont attendus de la création de ce GIP, de ce groupement, sont de réduire et d'optimiser les coûts de production et d'exploitation, et par conséquent le prix de revient des repas, de garantir une hygiène et une sécurité alimentaire, et de maintenir et garantir la qualité des repas servis par une production publique locale et l'utilisation de matières premières dont les circuits d'approvisionnement sont maîtrisés. Tout ceci répond à l'objectif principal qui est d'améliorer le service rendu aux jeunes Thorois comme aux résidents de la maison de retraite. Pour information, les économies potentielles attendues sont d'environ 22 000 € annuels pour la commune du Thor et de 30 000 € annuels pour l'EHPAD, et bien sûr une production de repas qui serait mieux organisée et optimisée. La convention constitutive du GIP doit être adoptée par le conseil municipal ainsi par le conseil que par le conseil d'administration de l'EHPAD Les Cigales. Ensuite, elle doit être soumise à la validation de monsieur le préfet de Vaucluse. Le GIP sera régi par les articles 98 et suivants de la loi du 17 mai 2011 et ses textes d'application pour tous les textes subséquents, ainsi que par la convention constitutive qui est annexée à la présente délibération. Le GIP sera dénommé Groupement d'intérêt public Cuisine centrale du Thor. La convention permettra de définir les modalités de fonctionnement, la constitution, la gouvernance et la dissolution. Actuellement, le personnel du GIP est constitué d'une équipe de 6 agents de la ville du Thor et de 2 cuisiniers issus du personnel de l'EHPAD. Un comité technique sera donc créé où siégeront les représentants du personnel. La convention est accompagnée des budgets prévisionnels du GIP pour les 3 prochains exercices. On est parti des chiffres de consommation. À titre d'exemple, le budget de fonctionnement pour l'année 2017 s'élève à 347 572 €, dont une part communale de 194 000 €. Le montant de calcul de la contribution des membres est détaillé dans la convention constitutive. On rappelle que la nomenclature comptable choisie est celle, la M14, qui est applicable aux communes et non pas celle qui est applicable aux établissements hospitaliers, et que le GIP dépendra donc du trésorier municipal basé à la trésorerie de l'Île-sur-Sorgue, le même que nous avons pour la commune. La convention définit également le mode de nomination du directeur du GIP ainsi que les missions qu'il exerce. Il est choisi au sein de l'une des 2 entités fondatrices et, outre l'autorité sur la structure, le directeur gère et administre tous les actes courants du GIP. Il est l'ordonnateur des dépenses et peut aussi signer les marchés publics pour le compte du GIP. Il agit donc sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration. Pour mettre en place ces nouvelles modalités de fonctionnement du futur GIP Cuisine centrale du Thor, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter cette convention constitutive qui a été jointe, et je vous demande donc d'en délibérer. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Ripoll, je vous en prie. Oui, à moins d'avoir mal lu la convention, j'ai pas vu apparaître
Pour les écoles, les représentants des parents d'élèves, les représentants des enfants, les parents d'élèves, et pour l'EHPAD, les familles, enfin les représentants des résidents. Donc, est-ce qu'il est prévu de les faire participer, je ne sais pas moi, au conseil d'administration, au bureau? Je crois qu'à l'EHPAD, il y a déjà un représentant qui est là au nom des familles des résidents, il me semble, je me trompe peut-être. Et pour les parents d'élèves, qu'est-ce qu'il en sera? Et si jamais ils ne sont pas présents dans les instances administratives, est-ce qu'ils seront présents en consultation? J'ai vu qu'il y avait des commissions aussi qui pouvaient se tenir. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui a été pensé? Parce que je pense qu'ils auront leur mot à dire sur beaucoup de choses, la constitution des menus, etc. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, monsieur le maire? Merci. Alors, la création du GIP ne vient pas détruire ce qui existe déjà, à savoir que sur l'EHPAD, il y a un conseil de la vie sociale, dont le président, je crois que c'est le président, c'est comme ça qu'on l'appelle, est d'office membre du conseil d'administration de l'EHPAD. Et donc, le fonctionnement de l'ensemble de l'hôtellerie, de la restauration, de la qualité des repas, continuera à être examiné par ce conseil de la vie sociale et reporté au conseil d'administration. Et s'il y avait effectivement le conseil d'administration de l'EHPAD qui a une représentation directe au sein du conseil d'administration du GIP. Et de la même façon sur les écoles, nous avons des conseils d'école qui traitent de l'ensemble des dossiers de fonctionnement de l'école, dont la restauration, et ça sera la même chose. Donc, sinon, ça veut dire qu'on expurgerait de ces conseils d'école et du conseil de la vie sociale un des points de fonctionnement, et je pense que ça serait un peu conflictuel, quoi. Voilà. Mais les gens de l'EHPAD seront représentés au sein du conseil d'administration, et les gens de la commune, dont les adjoints qui sont en charge de la vie scolaire, sont représentés au sein du conseil d'administration du GIP. Donc il n'y aura pas nécessairement le représentant des familles au sein du bureau du GIP. Il donnera ça. Quelqu'un pourra donner sa parole s'il n'est pas présent, c'est ça? C'est dommage qu'il ne soit pas d'autorité présent au conseil d'administration du GIP. Enfin. La décision des représentants de chacune des entités dépend de chacune des entités. Pour votre information, le représentant de la vie sociale fera partie du conseil d'administration du GIP. Voilà. Mais ce n'est pas statutaire, mais c'est une décision du conseil d'administration de l'EHPAD. Donc voilà, je pense que c'est donc sécurisé, quoi. Très bien. D'autres questions? Non. Donc je vous propose, après avoir délibéré, d'approuver la convention constitutive du GIP Cuisine Centrale du Thor, joint en annexe de la délibération, et de m'autoriser à signer la convention et les actes qui permettront cette constitution. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Le dossier suivant traite d'une demande de remise gracieuse pour le déficit de la régie de recettes des droits de place de notre collectivité. Dossier pas amusant du tout, mais qu'il faut traiter. Donc on rappelle un peu à titre d'information que notre commune, afin d'encaisser ses recettes et effectuer des dépenses sans passer direct par le Trésor public, dispose de ce qu'on appelle des régies de recettes et d'avances. Ces régies sont créées par décision de l'Assemblée ou par le maire quand il en a délégation. Le maire nomme un régisseur et éventuellement des suppléants pour chaque régie. Ces personnes ne peuvent être nommées qu'après un avis et un entretien conforme du comptable public sous le contrôle de celui-ci pour la tenue de la dite régie. Le régisseur, conformément au décret du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle, avec une petite faute de français, et pécuniaire des régisseurs et aux dispositions de l'instruction codificatrice du 21 avril 2016 sur les régies, ce régisseur est responsable personnellement et pécuniairement. La régie des recettes des droits de place de la commune du Thor encaisse les produits liés aux droits de place des marchés hebdomadaires et aux droits de place pour l'occupation du domaine public relatif aux fêtes foraines, aux brocantes, aux vide-greniers, aux terrasses des cafés, aux ventes de fleurs, aux cirques, aux spectacles et aux activités diverses.
On rappelle, et vous l'avez vu tout à l'heure dans le budget, puisqu'on en a parlé, que la recette annuelle de cette régie est d'environ 25 000 €. Le 26 juillet 2016, le comptable public assignataire a constaté un déficit de 1 651,40 € sur la régie de recettes des droits de place et l'a immédiatement signalé à la direction départementale des finances publiques. Bien évidemment, nous étions informés de cette problématique-là, puisque c'est nous-mêmes qui avons contacté le comptable public assignataire. Un contrôle a alors été diligenté. Il s'est déroulé le 27 juillet 2016 et a permis de reconstituer les opérations d'encaissement depuis le début de l'année 2016. Ce contrôle a donné lieu à un rapport provisoire sur lequel la commune et le régisseur ont pu apporter leurs réponses. L'ensemble de ces éléments constitue le rapport d'audit définitif reçu en mairie le 27 septembre 2016. Conformément à la procédure, un ordre de versement a été établi par la commune à l'encontre du régisseur titulaire en date du 2 août 2016, à concurrence du déficit constaté. Ce dernier, donc le régisseur titulaire, a déposé auprès du directeur départemental des finances publiques une demande de remise gracieuse le 10 août 2016. Afin de prendre sa décision, le directeur départemental des finances publiques, dans son courrier reçu le 22 décembre dernier, demande au conseil municipal d'émettre un avis sur cette remise gracieuse. Au vu des dysfonctionnements qui ont été relevés et des négligences constatées, je vous propose d'émettre un avis défavorable à cette demande de remise gracieuse. Au regard des sommes concernées, la commune a également déposé plainte contre X pour disparition d'argent auprès de la gendarmerie de L'Isle-sur-la-Sorgue. Et donc, je propose au conseil municipal d'en délibérer pour émettre un avis défavorable à la demande de remise gracieuse. Y a-t-il des questions? Madame Agoguet. Quelles sont les conséquences pour le régisseur si il n'y a pas cette remise gracieuse? Il faut faire attention au terme. S'il n'y a pas cette remise gracieuse, le Trésor va lui demander de payer la somme et il sera tenu de la payer. Mais avant même que l'enquête soit terminée? L'enquête, elle est faite, si vous voulez. Le régisseur, il est comptable des deniers qu'il encaisse. Bon, il y a un manque. C'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité, c'est pas celle du Trésor, des finances, de la commune, c'est la sienne. Donc, s'il n'a pas pu remettre l'argent, le Trésor va lui demander de le remettre. Voilà. C'est la loi, hein, c'est pas... Bon, nous, on manque de billes un peu pour voter là-dessus. Donc, moi, personnellement, je m'abstiendrai parce qu'on n'a pas eu le rapport d'enquête. On n'a rien eu. Donc, non, mais je comprends votre position. Simplement, ce que je peux vous dire que c'est pas de gaieté de cœur, si vous voulez, qu'on emploie, qu'on demande, si vous voulez, cette mise en œuvre. Hein, d'abord qu'on la mise en œuvre. Deuxièmement, que je vous demande de refuser le recours gracieux. Donc voilà, parce que nous avons de vraies raisons. Hein. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup. Effectivement, nous n'avons pas les tenants et aboutissants de toute l'histoire, donc on s'abstiendra sur ce rapport. Simplement, effectivement, il y a l'enquête qui a été diligentée au niveau comptable, et il y a une enquête de police à côté qui continue, c'est bien ça, une enquête de gendarmerie. Donc on est bien d'accord que le fait de lever, je ne sais plus comment on dit, de dédouaner le régisseur sur cette question-là n'empêchait pas l'enquête de gendarmerie de continuer. Ce sont deux choses différentes. Ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien. Ok, très bien, merci. Je redémarre, excusez-moi. D'émettre un avis défavorable à la demande de remise gracieuse formulée par le régisseur titulaire des droits de place en poste sur la période du 17 juillet 2014 au 3 août 2016. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc 4 abstentions adoptées à la majorité. Le dossier suivant traite de la convention carte temps libre avec la caisse d'allocation familiale de Vaucluse. Donc c'est Stéphane qui intervient. Merci Stéphane. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors, la commune, la CAF et la mutuelle sociale agricole de Vaucluse ont mis en place depuis plus de 10 ans un dispositif permettant aux allocataires de ces caisses de bénéficier, en fonction de leurs revenus, de moyens de paiement appelés chèque loisir. Sur la commune du Thor, la gestion est déléguée au CCAS depuis le 1er janvier 2006. La CAF a établi un bilan en 2014 et a souhaité en simplifier les modalités de gestion tout en conservant les conditions d'attribution ainsi que l'enveloppe attribuée à ce dispositif. Les chèques loisirs ont été remplacés par la carte temps libre et la MSA s'est retirée de ce dispositif. L'objectif reste le même, permettre aux familles et bénéficiaires de conditions sociales modestes d'accéder à l'offre de loisirs de proximité sur la commune, portée par des structures habilitées par la direction départementale de la cohésion sociale, ou dont les interventions sont reconnues localement. La carte est utilisable toute l'année pour financer tout ou partie d'activités sportives, culturelles ou sociales ayant reçu une labellisation. Les organismes labellisés sont des services municipaux, l'espace jeunesse et l'accueil collectif de mineurs, le Bourdis, mais aussi des associations comme l'UST ou la batterie fanfare ou encore des organismes publics comme l'école départementale de musique et de danse. La carte temps libre s'adresse aux enfants de plus de 3 ans et aux jeunes de moins de 18 ans. Elle se présente sous la forme d'une carte divisée en 3 parties. Première partie, montant global dont la famille peut bénéficier. Deuxième partie, les coordonnées de la famille et les enfants et le numéro de la CAF. Troisième partie, espace de validation réservé aux structures permettant d'indiquer le montant utilisé. La valeur de la carte varie de 72 à 136 € par enfant en fonction du quotient familial. Chaque carte est financée à part égale par la commune et par la CAF pour les allocataires du régime général. En 2016, le dispositif a concerné 5 structures d'accueil, donc l'école de musique, le club de basket, l'Union sportive autoroise, l'USP Kung Fu et le Bourdis, pour un montant pris en charge par la CCAS de 1 672,10 €. La convention proposée aujourd'hui vise à poursuivre ce dispositif pour l'année 2017. L'article 5 de la convention que je vous propose de signer avec la CAF précise que la carte temps libre est financée à part égale par la CAF et la commune. Un avenant annuel précise les engagements financiers pour 2017. L'enveloppe globale est de 3 600 € et la participation annuelle de la commune se montera à 1 800 € selon le tableau présenté ci-après. Je vous propose également que la CCAS reste gestionnaire du dispositif. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Stéphane. Donc c'est la délibération qu'on prend chaque année. Y a-t-il des questions? Donc je vous propose de passer au vote, d'approuver la convention carte temps libre proposée par la CAF de Vaucluse pour l'année 2017 ainsi que l'avenant correspondant, d'autoriser le maire à signer la convention carte temps libre, voilà, et de confirmer la gestion du dispositif par le Centre communal d'action sociale. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Le dossier suivant qui va faire plaisir à Marie-Hélène Biel, parce que c'est la dissolution définitive du syndicat intercommunal pour le transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement de Cavaillon et de Cabrières d'Avignon, et d'approuver l'état de l'actif et du passif. Merci Marie-Hélène. Depuis sa création, la commune du Thor adhère au syndicat intercommunal pour le transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement de Cavaillon et de Cabrières d'Avignon, qui regroupe les 28 communes, dont le Thor. Conformément à la loi NOTRe et à la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale SDCI, le préfet de Vaucluse a proposé la fusion de ce syndicat avec celui de l'Isle-sur-la-Sorgue et du Thor. Le président du conseil départemental, le 25 avril 2016, a proposé de dissoudre les 2 syndicats avec une reprise de la gestion par le conseil départemental. Cette reprise de gestion serait temporaire puisque la compétence sera transférée à la région à compter du 1er septembre 2017, comme le prévoit la loi NOTRe. Le 5 juillet 2016, nous avons approuvé cette dissolution des 2 syndicats et la reprise de la gestion par le conseil départemental. Le 12 septembre 2016, le préfet nous informait que le comité syndical et les conseils municipaux devraient approuver l'état de l'actif et du passif du syndicat. Le comité syndical, dans sa séance du 22 novembre 2016, a approuvé l'état de l'actif et du passif du syndicat et nous a transmis celui-ci. Je vous propose d'approuver cet état et d'accepter le transfert de l'actif et du passif au conseil départemental. Donc, dans les annexes, vous avez l'état de l'actif 2016, 6 330,98 € et l'état du passif 2016,
9 790,79. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions sur cet enterrement de première classe? Donc, je vous propose d'approuver l'état de l'actif et du passif tel qu'il vous a été présenté, d'accepter le transfert de cet actif et passif au conseil départemental et d'autoriser le maire à signer les actes administratifs afférents à la mise en œuvre de la délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Le rapport suivant traite de l'acquisition d'une parcelle cadastrée B563, lieu-dit Montagne de Touzon. Donc, Christian, tu as la parole. Merci. Madame Paul Chouvet, domiciliée à Nice, est devenue propriétaire par héritage d'un terrain non bâti en friche situé sur le côté ouest de la colline de Touzon. Ce bien est cadastré section B563. Il représente une superficie de 7 250 m². Il jouxte sur ses côtés nord et est des parcelles qui appartiennent déjà à la commune, ainsi que le chemin Gave de Ragachon. Ce terrain est actuellement classé en zone NDF 2 du plan d'occupation des sols et basculera en zone N dans le futur PLU. Ce classement concerne les espaces naturels qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Madame Chouvet s'est rendue en mairie en début du mois de décembre dernier pour connaître les riverains de sa propriété et annoncer son intention de vendre cette dernière. Par courrier en date du 21 décembre dernier, il lui a été proposé d'acquérir ce terrain pour un prix de 1 € le mètre carré, soit la somme de 7 250 € net vendeur. Madame Chouvet a donné son accord par écrit le 27 décembre suivant. À sa demande, l'acte de vente officiel sera préparé par l'étude de maître Laure Comte-Berger, notaire à Bédaride. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, je vous propose de décider d'acquérir la parcelle cadastrée section B563, lieu-dit Montagne de Touzon, représentant une superficie de 7 250 m² appartenant à Madame Paul Chouvet, domiciliée résidence Les Belles Terres, à Nice, pour un montant de 7 250 €. Dit que la commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition, de charger l'étude de maître Laure Comte-Berger, notaire à Bédaride, de préparer l'acte officiel et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci bien. Christian, tu as toujours la parole pour parler du rapport qui traite de notre opposition au transfert d'office de la compétence PLU à la communauté de communes des Pays de Sorgues et des Monts de Vaucluse. Merci. La communauté de communes Pays des Sorgues, Monts de Vaucluse n'est actuellement pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, PLU. La loi numéro 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ENE, en son article 19, a encouragé l'élaboration intercommunale des PLU. Afin d'accélérer la mise en œuvre des PLU intercommunaux, dont PLUI, la loi 2014-366, dite loi ALUR, prévoit dans son article 136 que les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent décider de transférer la compétence en matière de PLU et, à défaut, si les communes ne se sont pas prononcées en faveur du transfert, celui-ci sera automatique à compter du 27 mars 2017. Toutefois, cette loi prévoit la possibilité d'un report du transfert automatique en cas d'opposition des communes membres. Si, entre le 27 décembre 2016 et le 27 mars 2017, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'opposent au transfert automatique de la compétence à l'échéance du 27 mars 2017. Ce transfert est alors reporté au 1er janvier 2021. Le conseil municipal du Thor a arrêté le projet de PLU de la commune le 5 juillet 2016.
les conditions de la planification du projet d'aménagement et développement durable du projet de PLU de la commune ne permettent pas aujourd'hui de garantir sa bonne mise en œuvre dans le cadre d'un transfert au 27 mars 2017 de la compétence en matière de PLU à la communauté de communes Pays de Sorgues Mont de Vaucluse. Par conséquent, il est proposé de s'opposer au transfert automatique à compter du 27 mars 2017 de la compétence en matière de PLU à la communauté de communes Pays des Sorgues Mont de Vaucluse. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Non. J'attire juste votre attention sur le fait que ce n'est qu'un report du transfert et que ce transfert sera obligatoire au 1er janvier 2021. Voilà. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Le dossier suivant, Florence Andrzejewski, traite de l'aide à la restauration des façades et à la rénovation des devantures de commerce en centre-ville. Merci. Alors, bonsoir à tous. Vous savez que depuis plusieurs années, la commune aide à la restauration des façades par l'intermédiaire d'une subvention. Cette subvention a pris fin le 30 novembre dernier et la commune a décidé de proroger cette aide qui a quand même représenté au cours de la dernière campagne 2013-2016 6 cas, 6 demandes pour un montant global de 7 073,90 €. Donc l'objectif est quand même d'améliorer le cadre de vie de l'espace public et donc seules les façades sur rue ou celles intégralement visibles du domaine public sont prises en considération dans l'objet de la présente délibération. La commune a entrepris l'aménagement des espaces publics donc afin de rendre le centre-ville plus qualitatif et plus attractif. En regard du faible nombre de ravalements de façades dans la rue de la République et dans la rue Pierre Goujon depuis plusieurs années, il est proposé de renforcer l'aide dans ces secteurs. Donc je vous rappelle que le périmètre a été modifié, qu'il a été agrandi, donc suite à des visites sur site. Ont été inclus la rue Verdelin complète, la rue Pierre Goujon complète, une partie de la rue du boulevard Gambetta, enfin le boulevard Gambetta. Donc le périmètre est largement agrandi. Donc il est proposé de revoir le périmètre d'attribution qui comprend 2 secteurs. Donc un périmètre à taux normal où la subvention se fait à hauteur de 25% et un plafonnement de subvention fixé à 1 600 € par unité foncière. Et un second périmètre à taux renforcé, donc dans la rue de la République, aux abords des espaces publics rénovés comme la place Bégou, la rue Pierre Goujon, afin d'encourager de manière significative la rénovation des façades dans ces secteurs, avec un taux de subvention fixé à 35%. Rue Pierre Goujon, il n'y a jamais eu de dossier déposé, la rue n'a jamais été classée. Donc le plafond maximum serait de 2 500 € par unité foncière. La subvention façade est calculée sur un montant quand même maximum de subvention de 100 € le mètre carré. Ensuite, pour pouvoir aider aussi les commerçants, il est aussi proposé de compléter et de modifier le mode de calcul de la subvention façade de la manière suivante. Donc il faut ajouter le ravalement des murs de clôture visibles du domaine public. Avant, ce n'était pas le cas. Donc les gens qui ont aussi des clôtures qui sont attenant à leurs habitations sur le domaine public sont concernés par les demandes. On autorise une seule demande de subvention par unité foncière sur une période de 10 ans. Sont concernées toutes les façades visibles du domaine public sur une unité foncière et pas qu'une seule façade sur la rue de la République et pas traiter les façades adjacentes. Ensuite, il faut que la construction objet des travaux ait une existence légale et régulière sur le plan de l'urbanisme. Et enfin, il faut que le pétitionnaire se conforme au respect des recommandations de la plaquette façade et devanture du centre ancien, le TOR, réalisé par le CAUE, donc les architectes conseils du département, puisque la commune a confié au CAUE la réalisation d'une plaquette de recommandation architecturale relative aux devantures de commerce et façades du centre-ville, qui sera consultable dans les prochaines semaines avant l'édition papier en mairie. Cette plaquette fait aussi l'objet rappellera aussi toutes les contraintes liées aux monuments historiques dans le périmètre du centre ancien.
A été ajoutée cette année une aide aussi à la rénovation pour les devantures de commerce. Elle propose de fixer donc un montant de cette aide à 25% du montant des travaux avec un plafond de subvention à 500 € par commerce. Les travaux ouvrant droit à la subvention de devanture sont la rénovation ou le remplacement de la devanture et ou de la vitrine d'un commerce existant ou en cours d'installation, la mise en discrétion des climatiseurs et dispositifs de fermeture, les enseignes, les marquises et la mise en accessibilité extérieure. Le calcul de la subvention est corrélé donc aux deux périmètres avec un secteur renforcé à 25%. Donc soit une subvention maximale de 500 € par commerce. Donc, le périmètre d'attribution de l'aide à la réfection des devantures correspond aux deux périmètres cumulés. Excusez-moi. Les conditions d'attribution de la subvention de devanture sont les mêmes que dans celles de la subvention façade. Pour les deux dispositifs, le montant des travaux pris en compte pour le calcul de la subvention est toute taxe comprise pour les personnes morales et physiques non assujetties à la TVA et hors taxe pour les personnes morales et physiques assujetties à la TVA. Il est donc proposé de renouveler cette subvention façade et d'instaurer la subvention de devanture pour une durée de 3 ans selon les périmètres, montants et conditions définis ci-dessus. Et il est proposé d'allouer une enveloppe globale de 20 000 € pour la période de 3 ans. Les crédits annuels seront inscrits au budget principal de la commune chaque année. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien, Florence, de cette présentation. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, je vous propose de passer au vote et donc de reconduire pour les 3 années à venir le dispositif d'aide à la réhabilitation des façades et d'instaurer un dispositif complémentaire d'aide à la rénovation des devantures de commerce, d'approuver les périmètres tels qu'ils ont été définis, de subventionner les travaux de rénovation des façades tels que ceci vient de vous être présenté, de subventionner les travaux de rénovation des devantures de commerce, dites subvention devanture, tels que ceci vient de vous être présenté. La délibération précise que les travaux ouvrant droit à la subvention sont listés nominativement, donc c'est très précis. Et également pour ce qui concerne la rénovation des devantures, et précise que les conditions d'attribution des subventions façades et devantures sont listées, donc une fois par unité foncière, etc. Donc c'est des conditions, je dirais, qui sont encadrées, mais qui en même temps encouragent la réalisation de travaux. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. La dernière délibération que je vous présente, c'est la création d'un poste dans le cadre du dispositif des emplois d'avenir. Donc, comme chacun sait, la loi du 26 octobre 2012 a créé un dispositif baptisé Emploi d'avenir, qui permet de faciliter l'accès à la qualification et favoriser l'insertion professionnelle de jeunes de 16 à 25 ans et qui sont sans qualification ou très peu qualifiés. Donc, les travailleurs handicapés, là, l'âge est reporté à 30 ans. Les contrats sont conclus pour 1 an, renouvelables 2 fois, pas plus, pour un temps de travail qui correspond à un temps complet. L'employeur bénéficie du versement d'une aide de l'État s'élevant à 75% du salaire brut sur la base du SMIC mensuel. À savoir que le jeune touche le SMIC et c'est l'État qui rembourse 75%. Les emplois d'avenir ciblent des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale, ainsi que les fonctions logistiques associées à ces missions. Pour ce qui concerne notre commune, nous devons organiser le remplacement au service accueil population d'un agent qui a demandé une disponibilité pour convenance personnelle avant la date effective de son départ à la retraite. Et donc, on envisage de recourir à nouveau à ce dispositif, on dit à nouveau puisqu'on l'a déjà pratiqué dans d'autres services, afin de participer à l'insertion professionnelle des jeunes confrontés aux difficultés liées à la recherche d'un emploi. Je vous propose donc de créer, à compter du 1er janvier 2017, un poste administratif en emploi d'avenir à temps complet au service accueil population. De plus, ce contrat impliquera un suivi, un accompagnement individuel. Un tuteur sera désigné au sein de la collectivité. Donc voilà la délibération que je vous soumets. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Ripoll.
Oui, je souhaitais savoir, avec ce recrutement, combien d'emplois d'avenir nous avions maintenant à la mairie. Et j'aurais voulu, étant donné que c'est un statut un peu évolutif, et que je sais que certains emplois d'avenir sont un peu anciens aujourd'hui, est-ce que certains sont employés de façon pérenne aujourd'hui, ou voilà, où est-ce qu'on en est dans ce dispositif d'emploi d'avenir? Eh bien, certains avaient été employés, alors c'est peut-être pas exactement la structure emploi d'avenir, mais par l'ancienne municipalité, donc au CTM, et ces 2 personnes ont été recrutées par la commune, stagiairisées, sont en cours de stagiairisation. Hein. Donc c'est l'objectif quand c'est possible. Quand c'est possible, je dis bien, économiquement, financièrement, etc. Donc aujourd'hui, le chiffre exact que nous avons, je ne peux pas vous le donner, mais c'est 3. Je crois que c'est 3. Et ça serait le 4e, celui-ci. Voilà. Donc, je soumets à votre délibération la création d'un poste en emploi d'avenir à temps complet au sein du service accueil population. C'est le 3e. Ah, on me reprend. C'est pour ça qu'on a un premier adjoint. Donc, on en a 2 et c'est le 3e. Le 3e qu'on va D'accord. L'erreur est juste, donc. D'accord, merci. Donc, je fais quand même voter. Décider la création d'un poste en emploi d'avenir à temps complet au sein du service accueil population et de m'autoriser à signer la convention. Et bien sûr, dit que les crédits sont et seront inscrits au budget afférent. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci, adopté à l'unanimité. Voilà. Donc, oui, monsieur Rémy, une question? Pardon? Vas-y, exprime-toi. Vas-y, prends la parole. Notre conseil n'est pas encore clôturé. Juste un petit mémo, pardon, pour vous préciser qu'il y a des agendas qui vous sont offerts donc aux conseillers municipaux qui n'ont rien coûté à la ville, puisque c'est notre prestataire qui fait chaque année les petits agendas qui sont offerts également et qui ne coûtent rien à la ville, je tiens à le préciser, donc qui sont offerts à tous les Taurois. Et avant que monsieur le maire vous le clôturiez, je voulais juste le préciser pour ceux qui ont eu le plaisir de voir sur leur table en arrivant un agenda, donc floqué au logo de la ville. Voilà, pardon. Oui, je pense que Laurent Rémy a bien fait de préciser ce point. Donc les agendas qui ont été distribués, je parle pour l'opposition puisque c'est une information erronée qui a été donnée. Donc les agendas qui ont été distribués dans toutes les boîtes aux lettres, ainsi que ceux-ci, ne coûtent rien à la commune. 0 francs, 0 centimes. Voilà, c'est une information, ça peut être vérifié, c'est... Voilà. Alors par quel mystère? Eh bien, vous aurez la réponse au prochain conseil municipal. Non, je plaisante. C'est parce que j'ai entendu certaines personnes disant le contraire. Voilà, disant que c'est une dépense inutile, etc. C'est faux, ça n'a rien coûté. Comment ça marche? C'est la publicité qui apparaît dans ces documents qui finance l'intégralité de la publication, etc. Je vous demande de ne pas partir avant d'avoir signé non seulement le registre, mais aussi le budget. L'année dernière, on a vu un peu de difficulté. Vous allez avoir 3 signatures à remettre sur des documents, donc merci de bien vouloir. Donc Michael, veille au grain et ferme la porte. Bonne soirée à tout le monde. Le prochain conseil, c'est le 21 février. Merci.